Après Le Justicier dans la ville. Après Le Justicier dans la ville numéro 2. La grande star des films canon est de retour avec Le Justicier de New York. Protecteur du troisième âge et inspiration pour tous les aînés du monde, Charles Bronson devra rendre la justice et sa solution, la violence. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1985, Le Justicier de New York. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous montrer un autobus. Oui, un autobus qui arrive à New York. Un autobus qui est important parce que dans l'autobus, il y a Charles Bronson. Parce qu'à chaque fois que Charles Bronson pose son cul à quelque part, cette zone-là devient un no man's land. Il descend de l'autobus et la première chose qu'il fait, c'est appeler un de ses vieux potes de guerre. Malheureusement, son pote est dans la merde. Arrivé sur place, il va trouver son pote Charlie entre la vie et la mort, attaqué par de la racaille locale. Malheureusement pour Charlie, il ne survivra pas à ses blessures et sera déclaré mort à l'hôpital quelques minutes plus tard. Veille sur mes affaires, tu veux? Jusqu'à ce que... Et là, il arrive une situation qui te fait perdre toute la confiance que tu peux avoir dans le système judiciaire américain. Les flics vont arrêter Charles Bronson pour le meurtre de Charlie. Complètement ridicule, et cette situation-là se transforme en séance de mesurage de bites. J'en sais rien, mais je veux un avocat. Pas question. Si ça me chante, je violerai tes droits de citoyen et le reste. On va mettre Bronson au trou, et pour lui, c'est une situation pour instaurer sa dominance de mâle alpha. Un coup que ça sera fait, d'avoir installé sa dominance, il va regarder le mâle droit dans les yeux, Spike, un chef de gang local. Spike n'a pas du tout apprécié que Bronson pénètre son âme comme ça et il va commencer à lui donner des nions. Striker, peut-être dans un moment d'excitation, va commettre une erreur impardonnable. Il va menacer Charles Bronson. Si nous n'avions pas séparés, je t'aurais tué. Je t'aurais. Le menacer ou le motiver, le temps nous le dira. À l'extérieur de la cellule, une avocate tente de prendre la défense de Bronson en disant que son arrestation est tout à fait illégale. Mais le chef inspecteur en a rien à foutre. C'est sa ville, c'est sa loi, c'est son poste de police. Et de quoi l'accuse-t-on? De rien du tout. C'est de la démence. Justement, ce chef inspecteur-là a des plans pour Bronson. Lui donner un permis de tuer. Tu feras ton boulot, monsieur le justicier, comme avant. Imaginez la situation. New York est tellement en mauvaise posture. La violence a pris le dessus. Les gangs sont rois. Qu'ils doivent faire appel à Charles Bronson afin de remettre de l'ordre dans tout ça. Malgré les méthodes de Bronson, le chef inspecteur prend un risque. Un risque calculé. Laisser Bronson s'occuper de la racaille, ignorer les méthodes qu'il utilisera et espérer que le calme reviendra dans les rues de New York. Je minimiserai le coup de balai dans la presse, comme une simple guerre des voyous. À peine arrivé dans le quartier, Bronson va tout de suite savoir qui a tué Charlie. Oui, parce qu'un pote de Charlie va lui dire « Je sais qui les a tués. C'est la gang de bariolés. Oui, ils ont 2 barres comme ça et une barre rouge derrière. Ces mecs-là sont dangereux et leur leader est nul autre que Striker. Oui, le mec qu'il a rencontré en tôle plus tôt. » Qui a tué Charlie? Cette vermine de la rue, il voulait pas se laisser faire, il refusait de les payer. Il y a un nouveau shérif en ville et c'est le temps de le faire savoir à tout le monde. Voici le plan de Charles Bronson pour s'annoncer dans le quartier. Il va aller s'acheter une bagnole. Il va mettre la bagnole stationnée devant là où il va souper ce soir-là et espérer que de la racaille vienne la voler. Excusez-moi une minute. Y a un problème? Quoi? On la pique, cette tire. Ça te regarde, tête de gland? Et avec Bronson, la justice est rapide. C'est ma voiture. Comme un scout, il est toujours prêt et même lorsqu'il se balade dans la rue, s'il voit un crime, il ne le laissera pas passer. Non! Non, laissez-le, non! Non, ne le frappez pas, je vous en prie, non! Ouais! Striker ne semble pas comprendre la réalité des événements auxquels il fait face et va encore menacer Charles Bronson. Le mec n'a aucune idée qu'il vit présentement sur du temps emprunté. Fais gaffe. Tu passeras aussi.
L'avocate a tellement été touchée par Bronson plutôt quand elle l'a rencontré au poste de police durant 30 secondes qu'elle va prendre un taxi pour se rendre dans le quartier le plus foireux de New York afin d'aller l'inviter à souper vendredi soir. La puissance de Bronson, son sex appeal naturel. Dites oui. Que je puisse m'en aller avant d'être agressée. D'accord, j'accepte. Salut toi, savais-tu qu'à chaque jour, des enfants naissent sans connaître le plaisir du nanar? Oui, ils ont à manger, oui, ils ont le lait de leur mère, mais qui leur fera connaître le plaisir du nanar? Fais ta part et commence maintenant par t'abonner juste ici à la chaîne, laissez un commentaire, un pouce bleu, et on retourne maintenant à Death Wish 3, le justicier de New York. À temps perdu, Bronson installe des pièges à cons un peu partout, chez lui, chez ses potes, et soyons honnêtes, il est vachement astucieux. Juste assez sauvage, juste assez sadique. Mais qu'est-ce que c'est? Des dents? Il y a des mecs dans la vie qui ont des flingues. Et il y a Charles Bronson qui a son flingue. Le Magnum 475. Admirez l'engin. Anecdote, ce flingue-là, c'est le flingue personnel de Charles Bronson dans la vraie vie. Pas de farce, c'est son flingue perso. C'est ce qu'il utilise le dimanche matin pour aller à la chasse à je sais pas quoi, l'éléphant. Et c'est lui qui a convaincu le réalisateur de mettre le flingue dans le film. Par contre, dans le film, il fait ses propres balles. Ça, je sais pas si dans la vraie vie, il faisait ses propres balles aussi. Mais il a l'air de savoir ce qu'il fait en tout cas. Une des voisines de Bronson va se faire kidnapper. Non seulement ils vont la kidnapper, mais ils vont la violer et la tuer. Je vous avoue que le film prend une tournure assez sombre. Je ne vous montrerai pas la scène de viol, mais vous pouvez imaginer une scène de viol à la Cannon. D'ailleurs, deuxième anecdote, l'actrice qui joue la fille qui se fait violer et tout a dû passer un long moment sur un matelas tout pourri dans un entrepôt désaffecté. Et elle était à poil tout le long. À un certain moment, elle a demandé une couverture au réalisateur, question de pas mourir d'hypothermie. Le gentil réalisateur lui a dit de rester à poil, de se taire, de faire son boulot, et si elle avait besoin de quelque chose, c'est lui qui allait décider. Cette anecdote-là est dans le documentaire Electric Boogaloo, qui est un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube et ou peut-être Netflix sur le merveilleux parcours des films Cannon. Et s'il y a une chose que Charles Bronson déteste plus que les voleurs, eh bien c'est les violeurs et les tueurs. Bronson va donc aller s'acheter une glace, question de relaxer après toutes les émotions qu'il a vécues depuis qu'il est arrivé à New York. Il se balade avec son Nikon, question de prendre quelques petites photos, et il y a un con qui va décider de lui voler. Ce con-là fait partie de tous les mauvais coups depuis le début du film. Et pour nous, en tant que spectateurs, on a enfin le droit de voir ce qu'un Magnum 475 fait comme dégâts dans les mains de Charles Bronson. Avec un cadavre sur le coin comme ça, on voit tous les gens du quartier célébrer la puissance de Charles Bronson. C'est l'heure de son rencard avec l'avocate et même si elle va s'offrir à lui comme un fruit mûr, Bronson va dire non. Il est venu pour manger du poulet, pas sortir le Magnum. Poulet rôti. J'adore ça. De retour de son rencard, eh ben, il va être encerclé par la vermine. Spiker et ses petites saloperies vont essayer de le choper. Sauf que Spiker va commettre une autre erreur. Il va envoyer juste un mec pour essayer de tuer Charles Bronson. Dans un escalier, Charles Bronson va lui lancer un pot de fleurs. Et je vous avoue que ça aurait été génial si le pot de fleurs l'aurait tué. Ça aurait été un meurtre épique. Mais Bronson va faire dans le classique. Il va le jeter en bas du building. Le lendemain, son pote va lui offrir une nouvelle arme, une Browning de la Deuxième Guerre mondiale. Je souligne à tout le monde qu'une Browning de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un gros flingue. Mais pour le moment, Bronson, il dit « Non, garde-les ici, si j'en ai de besoin, je vais revenir. Je crois que mon Magnum va faire le boulot pour le moment. » Ça, c'est une mitrailleuse Browning de 30. Charlie en a rapporté 2 de la guerre. L'avocate, incapable de foutre la paix à Bronson qui a des mecs à tuer, va le réinviter chez elle. Et comme Bronson a tué un mec la veille, il se sent peut-être un peu plus en forme, l'esprit un peu plus libéré, et va décider de lui accorder un moment de sa vie. L'avocate, totalement affamée après avoir assouvi tous ses désirs, va finir par convaincre Bronson d'aller chercher du chinois.
Malheureusement, Bronson sort 2 secondes à la poste. Question d'aller chercher son courrier à 2 h du matin. Spiker arrive, mène droite à l'avocate, elle tombe KO dans la voiture, met la voiture sur le neutre, pousse la voiture en bas d'une côte et l'avocate est morte. Oubliez jamais que comme elle avait de la sève de Bronson en dedans d'elle, eh bien ça a décuplé la puissance de l'explosion. La pauvre n'avait aucune chance de survivre. Un cruel rappel à Charles Bronson que toutes les femmes qu'il touche finissent par mourir. Spiker va plus loin encore. Son pote à la Browning va se faire attaquer. Mais il survit, il va être OK. Bronson va aller le voir à l'hosto. Faut que tu fasses le ménage. Le truc, c'est que présentement, Charles Bronson en a assez. Ils ont tué son meilleur pote, ils en ont attaqué un autre, ils ont fait exploser son plan cul. Les mecs cherchent la merde, eh bien, ils l'ont trouvé. On prépare maintenant l'assaut final du film où Charles Bronson transformera New York en zone de guerre. Un de ses potes vient le voir avec une barre de fer et Charles Bronson, sans rire parce qu'il respecte l'effort, va lui faire comprendre que lui, il est pas venu tuer un mec. Il a besoin de plus qu'une barre de fer. Et il sort la Browning. Et quand je vous dis qu'il sort la Browning, je vous dis que le carnage à la Browning commence. Je rappelle à tout le monde que la Browning est une arme d'habitude montée sur un trépied. Pas le genre d'arme que tu tiens à la ceinture et que tu commences à fumer du monde comme ça fastoche. Ne faites pas ça à la maison. Seul Charles Bronson est capable de faire ce genre de choses. Son bon vieux Magnum 4,75, toujours aussi fidèle. Inspiré par la puissance de Bronson, eh bien, même les citoyens commencent à s'en mêler. Vous vous souvenez des pièges à cons? Eh bien, moi, oui. On lance une musique rock qui augmente ton niveau d'immersion d'à peu près 100% et le carnage continue. Même le flic, l'inspecteur-chef, s'en mêle. On arrive à l'appartement de Bronson et Stryker l'attendait. L'inspecteur et Bronson vont vider leur chargeur sur lui. Est-ce que Stryker est mort? J'ai un pare-balles, pauvre con. Non, le salaud portait une veste. Mais à quoi servira-t-elle contre un lance-roquette? Absolument rien. Ta veste, c'est du pipi de chat et va crever, saloperie. Charles Bronson a fait son travail. Le calme est de retour à New York. Il peut partir le cœur léger. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a rien comme un bazooka pour régler tes problèmes. Ceux et celles qui disent que la violence ne règle rien ne sont clairement pas des fans de Charles Bronson. Et c'est la fin du justicier de New York, Death Wish 3. Taille-toi. Maintenant, on est quitte. Il y a un truc qui m'hallucine avec Death Wish 3. Charles Bronson avait 64 ans quand il a tourné ce film-là. 64 ans. Si je réussis à avoir l'air de ça à 64 ans et à être dans cette forme-là, parce que j'ai regardé plein de scènes et c'est jamais une doublure. Quand c'est lui qui court, c'est lui qui court. Quand c'est lui qui se bat, c'est lui qui se bat. En comparaison, Steven Seagal, ça fait 20 ans que c'est même plus lui qui court. Et il passe la moitié de ses films à se battre assis. Charles Bronson, dans Death Wish 3, a 64 ans. Et 64 ans en 1985, pas aujourd'hui. Donc oui, Death Wish 3, le justicier de New York, c'est un énorme nanar, mais on peut montrer un minimum de respect à Charles Bronson, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de CGI pour lui faire du rajeunissement ou pour lui mettre des muscles. Non, non, le mec que vous voyez, c'est le mec qui est dans le film. Et à ceux qui diront, ouais, mais dans le film, il couche avec une fille de 35 ans, genre, avez-vous regardé les films de Tom Cruise dernièrement? L'avez-vous vu avec une fille de son âge? On peut-tu se garder une gêne avant de juger ce que les autres faisaient en 1985? Revenons au film en général. Oui, c'est un énorme nanar. Je crois que le 4 de Death Wish est peut-être pire, mais le 3 est spectaculaire. C'est un film 100% canon dans ses excès et dans ses défauts. Ils ont oublié de mettre une histoire à suivre. Oui, c'est le justicier,
mais on connaît ni la personne qui est son pote au début, on n'a aucun attachement à lui. Et mis à part se faire le héros des gens du troisième âge du quartier, il n'y a pas vraiment de dialogue dans le film. Rajoutons à ça, les 30 dernières minutes de ce film-là sont rien d'autre que du murder porn. Combien de gens peuvent mourir à l'écran et de quelle façon pouvons-nous les tuer? C'est un film d'une violence des années 80, une violence qu'on voit plus aujourd'hui, surtout à cause du CGI, parce que t'as plus les effets naturels de balles qui explosent sur le mec, le sang et tout, ce que moi j'adorais à l'époque et que maintenant on voit simplement plus, quoi. C'est du CGI parce que c'est plus facile à faire et ça coûte moins cher. Je ne peux pas mettre ce film-là dans la catégorie revue. Je dois le mettre dans la catégorie Vendredi nanar parce que c'est un gros nanar. Vous allez rire parfois et la scène de viol va vous rendre vachement inconfortable, OK? Pour un film sorti au cinéma, c'est inconfortable. J'essaie de trouver un autre mot qu'inconfortable, mais cette scène-là m'a rendu très inconfortable. Et en plus, quand tu apprends l'histoire dans Electric Boogaloo, t'es encore plus inconfortable. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Electric Boogaloo et que vous êtes des fans de la Canon, le lien de la VO sera dans la description. Est-ce que je vous conseille Death Wish 3? Faut aimer les nanars. Déjà, si vous cherchez une histoire dans Death Wish 3, vous allez être déçus. Hein? Et si vous aimez Charles Bronson, vous allez adorer Death Wish 3 parce que c'est Charles Bronson qui fait du Charles Bronson pendant 1h30. Le héros silencieux, la force tranquille, un peu l'antithèse des héros qu'on a aujourd'hui qui ont toujours la blague au coin de la bouche, les stéroïdes à fond. Bronson est un homme de son époque, c'est un héros des années 70, il a fait plein de super bons westerns et plein de bons films d'action aussi. Malheureusement, le premier Bronson que je fais sur la chaîne se retrouve à Vendredi nanar, mais certains autres de ses films pourraient clairement être à revue. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, aider l'algo de YouTube et on se revoit la prochaine fois.